Voilà, merci Monsieur le Président de me donner la parole, que je prends évidemment avec infiniment de plaisir, avant tout pour remercier les organisateurs de ce colloque qui ont bien voulu nous réunir dans cette très belle cité angevine pour échanger autour d'un thème qui, ma foi, est à la fois passionnant et d'actualité. Je leur sais particulièrement gré d'avoir permis que je sois donc présent pour parler de l'absence et plus précisément de l'absence des parties en droit processuel. La notion d'absence, tout comme celle de présence, est assurément la mal-aimée des processualistes car elle est éminemment protéiforme. Mais pour faire simple, l'absence est généralement assimilée à la non-comparution, elle-même susceptible de renvoyer à plusieurs situations distinctes selon le type de procédure envisagée. L'absence peut tout d'abord caractériser donc le fait, pour une partie, de ne pas désigner un avocat, notamment dans les procédures où la représentation est obligatoire. L'absence peut ensuite, de manière beaucoup plus stricte, désigner le défaut de présentation physique et personnelle des parties devant le juge. Et c'est le second sens de cette notion que je retiendrai particulièrement dans le cadre de cette communication. De ce point de vue, traiter de l'absence des parties en droit processuel a quelque chose d'un peu provocateur, dans la mesure où la présence est de longue date considérée comme le mode naturel d'organisation du procès, puisqu'elle favorise la conciliation, elle a une fonction heuristique, protectrice, voire pédagogique. Donc c'est ainsi, par exemple, que dans la loi salique, élaborée en tout début du IVe siècle, la toute première infraction envisagée était le défaut de comparution. L'absence des parties était alors interprétée comme un signe de mépris, de délégitimation, voire de discréditation de l'institution judiciaire. Dès lors, peut-on légitimement se demander ce qu'il en est aujourd'hui. Autrement dit, comment l'absence est-elle appréhendée en droit processuel, c'est-à-dire dans les différentes procédures classiques que sont la procédure civile, la procédure pénale et le contentieux administratif? Cette question mérite d'être posée dans un contexte où les réformes se succèdent, se posent et se superposent et rendent par la même occasion quasi difficiles ou alors en tout cas ne permettent pas de voir clair dans les différentes mesures qui sont prises par le législateur. Et c'est dans ce sens que l'absence des parties en droit processuel laisse entrevoir un paradoxe. L'absence des parties apparaît tout d'abord comme une exception à la règle qu'est la présence, une situation anormale dans le déroulement du procès. Et c'est ce qui explique que le législateur lui avait consacré peu de dispositions. Cependant, au fil du temps, l'absence, en raison des contraintes budgétaires et managériales auxquelles fait face la justice, a permis finalement que le procès puisse être changé. L'absence est devenue comme un mode d'organisation naturelle du procès au même titre que la présence. C'est de cette évolution que j'entends rendre compte pour ma part, en envisageant dans un premier temps l'absence comme une situation processuelle entièrement à part et dans un second temps l'absence comme un mode d'organisation à part entière du procès. Dans un premier temps donc, l'absence comme une situation processuelle entièrement à part. Comme indiqué il y a quelques instants, le procès est en principe organisé autour de la présence des parties afin de garantir la contradiction, mais éventuellement la conciliation des parties. Il y aurait donc à la fois un droit et même un devoir de présence, et l'absence apparaît alors comme un cas isolé, une situation non désirable, une situation entièrement à part. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est généralement sous l'angle de la sanction que le législateur envisage l'absence. Mais l'absence n'est pas que sanctionnée. Si l'absence est sanctionnée lorsqu'une partie régulièrement citée refuse de comparaître, ce que je vais envisager d'une part, l'absence sera plutôt protégée lorsque la partie absente n'avait pas connaissance de l'existence du procès, ce que je démontrerai d'autre part. D'une part, donc, l'absence sanctionnée. En procédure civile et d'un point de vue historique, le choix de l'absence par les parties était un choix particulièrement risqué.
Dans la procédure romano-canonique, instituée entre le Xe et le XIIIe siècle, le défendeur défaillant s'exposait à l'excommunication, à la vente publique de ses biens au profit du demandeur, tandis que l'absence du demandeur, quant à elle, entraînait l'absolution du défendeur et mettait fin à la procédure. La sévérité de ces sanctions s'expliquait notamment par le fait que le refus de comparaître était une attitude irrévérencieuse, mieux un affront qui était fait à l'institution judiciaire et à la personne qu'il incarnait, à savoir le prince. Et la même logique semble transparaître dans les différents textes de procédure aujourd'hui à travers l'exigence du respect dû au service public de la justice. Toutefois, la sanction ou alors les sanctions semblent beaucoup plus tempérées. Ainsi, lorsque le demandeur en matière civile, étant donné qu'il a mis en œuvre la machine judiciaire, s'absente au moment de la comparution, le Code de procédure civile permet au juge de prononcer d'office la caducité de la citation, ce qui pourrait avoir évidemment des conséquences dommageables du point de vue du délai de prescription. Quant au défendeur, autrement dit celui qui répond à la demande faite en justice, lorsqu'il a été régulièrement cité et qu'il brille par son absence à l'audience, il s'expose simplement à ce que le juge statue sur la base des seuls éléments présentés par son adversaire. Et s'il relève appel de cette décision, qui sera un jugement réputé contradictoire, eh bien le Code de procédure civile permet à la Cour d'appel de le condamner au paiement des dommages et intérêts. Et le but poursuivi par ce mécanisme en matière civile, c'est justement de pouvoir dissuader ceux qui ont refusé de comparaître en première instance, de pouvoir interjeter des appels dilatoires. En procédure pénale, l'absence des parties présente un relief particulier, dans la mesure où la défaillance de la partie principale, à savoir le ministère public, est difficilement envisageable. En tout cas, elle n'est pas envisagée par les textes. Et cela peut se comprendre, car le parquet est un service public et en vertu du principe de la continuité du service public, eh bien, il y a peu de place à l'absence du parquet. De même, le refus de comparaître de la personne poursuivie est une hypothèse véritablement exceptionnelle, étant donné qu'elle peut être contrainte par la force publique à se présenter devant une autorité judiciaire déterminée. Et telle est donc la finalité du mandat d'amener, par exemple, et qui, comme l'a indiqué la Cour européenne des droits de l'homme, permet de décourager les absences injustifiées aux audiences. Ainsi, le prévenu qui s'abstient de comparaître à compter de l'ouverture de son procès s'expose à une exécution forcée sur sa personne. Parfois encore, le mis en cause est maintenu sous main de justice à travers la détention provisoire, de manière à garantir sa mise à la disposition de la justice en tant que de besoin. L'absence du mis en cause peut aussi résulter de sa fuite, et dans ce cas, on peut prononcer contre lui un jugement qui sera réputé contradictoire. En contentieux administratif, en revanche, les sanctions de l'absence sont plutôt rares, et cela est principalement dû au caractère écrit de la procédure qui laisse peu de place à des occasions de rencontre et de comparution des parties. Toutefois, ces circonstances prévues par le Code de justice administrative, dans certaines circonstances prévues par le Code de justice administrative, l'absence des parties convoquées peut entraîner la clôture de l'instruction par le juge rapporteur. Mais on peut véritablement, d'un point de vue processuel, se demander si la clôture de l'instruction est véritablement une sanction. N'est-ce pas plutôt la conséquence logique du refus d'exercer un droit, une liberté, notamment le droit de faire entendre et de défendre sa cause? Bon, la question reste ouverte, mais quoi qu'il en soit, et comme on peut le constater, l'absence volontaire des parties à l'audience est considérée comme un manquement à un devoir procédural, celui de comparaître, et en tant que tel, il est sanctionné. En revanche, l'absence involontaire des parties mérite d'être protégée. D'autre part, donc, l'absence protégée. L'absence d'une partie au procès, notamment du défendeur, peut résulter de l'ignorance de l'action engagée contre elle. Dans cette hypothèse, il faut bien la protéger des conséquences de son absence. C'est dans ce sillage qu'en matière civile, la loi prévoit la possibilité d'une réassignation du défendeur qui ne comparaît pas à la première convocation, notamment lorsque la citation n'a pas été délivrée à sa personne.
Et le but poursuivi par le législateur dans ce cas, c'est d'éviter ce que l'on appelle la condamnation in absentia du défendeur. Mais plus fondamentalement, la protection de la partie défaillante qui n'a pas été appelée à l'instance s'apprécie au regard de la voie spécifique de recours qui lui est ouverte, à savoir l'opposition, qui permet évidemment de rétracter le jugement rendu par défaut. Cela signifie de manière beaucoup plus simple que la décision sera non avenue dans toutes ses dispositions et que le procès reprendra ab initio, c'est-à-dire depuis le début. C'est également le cas en matière pénale, où le régime de l'opposition est prévu par le Code de procédure pénale et sa garantie est assurée par les juridictions nationales et européennes. Et dans une décision justement récente de la Cour de justice européenne, on a pu rappeler effectivement le caractère fondamental du droit à l'opposition, étant donné que la partie n'a pas pu comparaître devant le juge. En contentieux administratif, en revanche, l'opposition n'est ouverte que contre les décisions rendues par le Conseil d'État. Cela signifie qu'on ne peut pas former opposition contre les décisions rendues par les juridictions du fond. Et cela s'explique précisément, et une fois encore de plus, par la spécificité du contentieux administratif. En effet, contrairement aux personnes physiques, ou alors à qui il est parfois difficile de remettre les actes du procès, les personnes morales de droit public sont facilement identifiables. Mieux encore, les recours administratifs préalables obligatoires, qui précèdent généralement le recours devant le juge, permettent à l'administration d'arrêter définitivement sa position sur la situation litigieuse et ainsi informer donc en amont même de la saisine du juge, eh bien, elle ne pourra être absente au cours de l'instance. En somme, l'absence est envisagée donc comme un caillou dans la chaussure du procès, puisqu'elle inhibe toute forme de discussion. Mais la comparution est de plus en plus critiquée au regard du coût et aussi de sa répercussion sur la durée de la procédure. Toute chose qui a permis donc à l'absence de gagner un peu du terrain, au point où d'une situation processuelle entièrement à part, elle tend à devenir un mode d'organisation à part entière du procès. Dans un second temps donc de mon intervention, un mode d'organisation du procès à part entière. Je vais y aller au pas de course. La nécessité donc de faire comparaître les parties a décliné, à voire périclité au fil du temps et semble même devenir un poids dont on voudrait décharger les parties. Cela s'est manifesté d'abord par la généralisation de la représentation en justice, qui est une forme d'absence imposée puisque les parties sont représentées par leur avocat. Mais plus fondamentalement, deux situations me semblent illustrer parfaitement l'émergence d'un procès organisé autour de l'absence des parties. Il s'agit d'une part de la procédure sans audience, qui est une sorte d'absence organisée, et d'autre part de l'extension de la visioconférence, qui, à bien observer, est une forme d'absence atténuée. D'une part donc, la procédure sans audience ou l'absence organisée. Et il n'est pas rare effectivement qu'une décision de justice puisse être rendue sans que les parties comparaissent. C'est notamment le cas dans les procédures civiles d'injonction de payer, mais aussi en matière pénale avec l'ordonnance pénale et la procédure particulière qui est mise en œuvre dans le cadre des amendes forfaitaires. Mais plus fondamentalement, le Code de l'organisation judiciaire prévoit la possibilité pour qu'une procédure puisse se dérouler entièrement sans comparution des parties. Et c'est notamment le cas en matière civile où les parties peuvent, devant le tribunal judiciaire, demander à ce que la procédure se déroule en leur absence. Et elles n'ont qu'à effectuer la demande et le juge est tenu de pouvoir respecter leur choix. La procédure sans audience est également prévue par le Code de procédure pénale où l'article 411 permet évidemment à la personne poursuivie, quelle que soit la peine encourue, de pouvoir demander à être jugée en son absence. Mais la procédure sans audience ne signifie pas que les parties ne comparaissent pas. Elles comparaissent autrement, notamment à travers les échanges d'écriture. Et pour éviter effectivement les conséquences d'un procès complètement désincarné, eh bien, la loi permet au juge de pouvoir convoquer les parties lorsqu'il estime que les pièces qu'elles ont fournies ne lui permettent pas de trancher le litige. Et ce pouvoir du juge, me semble-t-il, devrait pouvoir être exercé également lorsqu'on a recours à la visioconférence qui, comme je l'ai dit, atténue les conséquences de l'absence. D'autre part, donc, la visioconférence ou l'absence atténuée. Il existe évidemment, et comme on a pu le constater, un mouvement législatif tendant à renforcer la dématérialisation du procès,
supprimant ainsi les occasions de rencontre entre les parties. Et c'est la raison pour laquelle certains auteurs vont jusqu'à estimer que la comparution à distance est une modalité de la présence. Autrement dit, comparaître à distance, c'est pareil que comparaître en présence devant le juge. Mais cela n'est pas totalement vrai, selon ma manière de voir, sauf à relativiser bien évidemment la notion même de présence. Certes, avec la visioconférence, les parties apparaissent virtuellement dans la salle d'audience et peuvent même plaider, mais en réalité, la visioconférence est à mi-chemin entre l'absence et la présence. Elle dégrade donc la seconde et atténue les conséquences de la première. Le régime de la visioconférence n'est pas véritablement encadré en procédure civile et en contentieux administratif, c'est davantage en procédure pénale qu'elle est mise en œuvre, la visioconférence, et notamment à travers plusieurs lois, notamment celle de 2001 relative à la loi sur la sécurité quotidienne, mais également plusieurs autres décisions à partir de plusieurs autres lois à partir de 2019 qui ont eu pour conséquence de pouvoir imposer le recours à la visioconférence aux parties. Heureusement que le Conseil constitutionnel a dû intervenir pour décider que la visioconférence ne peut être mise en œuvre lorsque la partie n'y a pas consenti. Autrement dit, on devrait pouvoir permettre à la personne poursuivie de comparaître en présence devant le juge. Et en raisonnant ainsi, les juges, effectivement, ont montré leur attachement à la comparution personnelle de la personne qui est poursuivie. En conclusion, donc, absence sanctionnée, absence protégée, absence consacrée, absence atténuée, voilà quelques visages de l'absence en droit processuel. Et comme on a pu le constater, la présence et l'absence se côtoient finalement, la seconde se caractérisant par la première ou alors à partir de la première. Chacune présente certes des avantages, mais aussi des inconvénients. Tout comme il est des présences inutiles, certaines absences peuvent être préjudiciables. Dès lors, un équilibre semble devoir pouvoir être trouvé pour une meilleure gestion du procès. Limiter la présence des parties à ce qui est utile et favoriser l'absence des parties pour ce qui ne l'est pas. Et la meilleure façon d'y parvenir serait sans doute d'instaurer et de perpétuer un véritable dialogue, voire une véritable coopération entre les différents acteurs du procès que sont les parties d'une part et le juge d'autre part. Je pense que si l'on procédait ainsi, on permettrait effectivement à l'absence de ne pas devenir le seul mode d'organisation du procès et de permettre à l'absence et à la présence de pouvoir coexister pour une meilleure organisation du procès. Je vous remercie de votre bien aimable attention.